Bah écoutez, je pense qu'on vient de vivre un vrai moment radiophonique. Alors, on n'est pas dans une adaptation d'Orson Welles, là. On n'a pas fait la guerre des mondes. Mais voilà, c'était ton morceau de musique qui s'intitule la Sieta Electrica, qui veut dire la chaise électrique. D'accord. Donc ça parle de voilà. Et ça a été composé pour un film de Giuliano Montaldo, qui est un compositeur qui est très engagé, comme Elio Petri. Il faisait partie de cette génération de réalisateurs italiens comme Pasolini, donc Petri, qui faisait beaucoup de films engagés et politiques. Et ça, c'est la musique, un morceau qui intervient dans l'une de la scène finale de Sacco et Vanzetti. Ces deux, militants qui ont été accusés à tort qui ont été injustement condamnés qu'ils ont été condamnés pour l'exemple alors qu'ils étaient innocents, qui ont été condamnés à chaise électrique. Donc il y a Jan Bess qui a fait la musique la balade de Sacco Vanzetti est beaucoup plus connue, bien sûr, beaucoup plus mélodique vu qu'elle a été reprise par Georges Moustaki, etc. Mais donc c'est le genre d'approche que Morricone se plaisait à faire au début des années 70, parce qu'on est encore à la période où il avait son groupe de la Nouvelle Consonance avec une bande de copains. Il s'était les succédants de la trilogie des dollars et d'Une fois dans l'Ouest, il s'étant fait beaucoup d'argent là-dessus. Il a eu la sagesse de pouvoir mettre l'argent qu'il pouvait amasser à cette époque-là. Il voulait donc l'investir dans un terrain en dehors de Rome. Il s'est acheté une petite propriété avec Magisto Ecci, d'autres compositeurs italiens, et ils ont formé un groupe ensemble pour qu'on appelle le groupe de la Nouvelle Consonance. Et sur leur temps du week-end, pour se changer la tête, ils disent tiens, on va essayer de travailler, faire des exercices pour trouver des nouveaux sons. Donc ça donnait des techniques, le piano préparé, c'est-à-dire on met sur les cordes du piano des morceaux de verre, des boulons, etc. On essaye d'obtenir de nouveaux sons, de réorganiser ça. On le voit d'ailleurs dans un reportage qui lui est consacré. À un moment, le voit Sévère a soufflé une sorte de tuyaux d'évacuation, des eaux. Donc il y avait un côté un petit peu loufoque, et il a mis à profit, donc il y avait une démarche expérimentale, il l'a adapté dans cette période-là au cinéma quand ça pouvait s'y prêter, et notamment dans les films, dans les giallo, mélange de films d'horreur et de thrillers, de séries noires, dans les films de Dario Argento et tout, pour susciter des climats étranges, oppressants, de paranoïa. Donc il mettait en place des dispositifs qui sont plus de l'ordre de la musique brutiste que mélodique, comme on le voit, mais qui a vraiment son efficacité. Il a développé aussi tout ce qui l'appelait la musique organique dans les films d'Argento, où on est dans le rapport au corps, où on tue, etc. Donc bien avant d'ailleurs Gainsbourg, il utilise donc les souffles, les râles, les battements de cœur et tout. C'est assez intéressant, quoi. Alors, en dehors du contexte du film, c'est vrai que ça peut être lourd et chiant, mais ça n'importe rien. Mais ça n'apporte rien, non. Enfin, s'écouter ça le dimanche dans son. Oui. Mais c'est intéressant d'écouter la démarche avec le film. Ouais, ça laisse une trace du moins de ce qu'il essayé d'expérimenter. Ouais. D'accord. Donc on retrouvera cette rubrique. Oui, avec un autre compositeur ou des trucs décalés. Pourquoi pas, moi ça me plaît, moi. C'est des trucs comme ça à la radio. On va continuer tout de suite avec le film peut-être gros film de ce soir. Je ne sais pas. En tout cas, nous sommes plusieurs à l'avoir vu. Nous allons pouvoir débattre. Et on va même pouvoir fait exceptionnel, elle presserait très rapidement sur le pitch, puisque en fait c'est rapide. Ah oui, le pitch est très rapide, et pour plutôt s'attarder sur le film en lui-même, puisqu'en fait il s'agit du dernier film de Steven Spielberg, Lincoln, et donc le pitch c'est c'est Lincoln, c'est prise de position. C'est pour faire voter la loi. Il vient d'être élu. Il vient d'être élu. C'est sûr, quand même. C'est le 13e amendement des États-Unis, c'est-à-dire la déclaration d'émancipation. C'est une période donnée très importante de Lincoln, mais c'est que ça, le film. Mais qui s'arrête jusqu'à son assassinat, qui est hors champ. Qui est hors champ. Non, qui n'est pas. Qui est évoqué. Qui est évoqué, oui, qui est hors champ. Alors, oui, elle est hors champ, mais elle est pas évoquée. Qui commence par parler ce film, voilà. Moi j'ai eu le même sentiment. J'avais pas d'a priori quand même sur le film. Bon, je me suis parce que déjà la période de la guerre de sécession, cette partie de l'histoire de l'Amérique m'intéresse. C'est quand même, ça parle des fondations, des fondements, j'y allais aussi pour Daniel Day-Lewis parce que c'est vrai qu'il se fait rare et qu'en général il assure un minimum, quoi. Cela dit, passé la première heure, ça m'a conforté dans l'idée que Spielberg, lorsqu'il aborde la question de la grande histoire, notamment tel qu'il l'avait fait avec Amistad ou la liste de Schindler, même si on peut lui reconnaître des qualités, ou encore Ryan,
je suis très vite très peu convaincu par sa démarche, que ça soit au niveau de la morale qu'il laisse des fois glisser dans son film, et je me dis quelque part il ferait mieux s'abstenir à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le cinéma entertainment, c'est-à-dire c'est un très bon raconteur de petites histoires, de divertissement, d'histoires qui se passent dans l'espace avec des aventuriers, etc. Mais dès lors qu'il essaye de faire un cinéma un peu plus où il y a un discours derrière, une pensée sur la condition humaine, etc. J'ai l'impression qu'il est c'est lourdingue, et et on retrouve du coup, il en perd même son sens de la mise en scène par moment. Moi j'ai pas retrouvé ne serait-ce, même si les séquences sont furtives, j'ai trouvé qu'il est il y avait pas ce qui m'a gêné, le film en soi, il a, en plus, quand on va voir le film, ça peut être, on peut se dire, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur le personnage de Lincoln, sur le contexte, etc. Même pour ceux qui sont vierges de tout ça, on n'en apprend pas des masses. Et puis, alors peut-être, l'intérêt que ça peut avoir, ça rappelle quand même que il y a une passerelle qui peut se faire entre cette période-là et celle d'aujourd'hui, qui peut s'établir dans le domaine, je dirais. Son cheval de bataille, ça a été l'abolition de l'esclavage, mais on s'aperçoit quand même, ce qu'il en ressort, c'est quand même, déjà même à cette époque, et ça peut avoir une résonance aujourd'hui avec les sujets sociétaux, comme la question aujourd'hui du mariage pour tous, etc. Et on s'aperçoit que finalement que le rôle du politique n'a guère évolué, c'est-à-dire que déjà même à cette époque-là, on peut penser que c'était avant tout cette question sociétale, c'était surtout un prétexte. C'était surtout une question de stratégie, de positionnement politique par rapport en fait au camp adverse, et c'est ça qui est bien mis en avant, notamment par aussi le positionnement du personnage de Tommy Lee Jones. Voilà. Après, ce qui est un petit peu Spielberg dans sa mise en scène, il nous habitue des fois à des élans comme ça, c'est lyrique, même Cheval de guerre qui est un petit peu lourdin. Bon, il y a un côté il y a le mouvement, il y a du dynamisme dans sa mise en scène. Là, c'est vrai que c'est un film déjà extrêmement bavard, donc on peut concevoir aussi que c'est une mise en scène beaucoup plus mesurée, beaucoup moins. Alors, est-ce que c'est aussi alors, c'est drôle, je me suis dit la triste fin de Lincoln, il se fait tout dans un théâtre, mais je le dis, il y a une sorte de quelque chose de prémonitoire aussi à sa fin qui aura lieu dans un théâtre. C'est qu'il y a, je trouve, dans la mise en scène, il y a quelque chose il y a une certaine forme de théâtralité dans le traitement de la mise en scène. Non, dans la mise en scène, dans le personnage, mais aussi à chaque fois dans la. Déjà, ce qui s'est bien, c'est Je parlerais plus de peinture, moi, mais plus que de. Oui, il y a des références à la peinture aussi, oui, notamment lorsqu'il va sur le champ de bataille, il y a des. Mais il y a un côté. Je suis d'accord, la théâtralité sur la scène d'exposition, du moins la scène de départ, quand il est en fait assis avec les soldats, et qui viennent, qui récitent, on a l'impression qu'il récite un texte, et on a l'impression qu'il est un peu genre Richard III en train de réciter son. Oui, c'est pas faux là. Chloé. Moi, effectivement, c'est un film à la limite. Parce que peut-être que je me suis peut-être plus attachée au fait qu'il raconte un petit peu l'intime de l'homme, en fait. Voilà, plus que son combat, mais aussi ça touche aussi. Il nous fait pas mal de scènes qui touchent à la vie privée de Lincoln, ce qui fait sa femme qui ne pas qui fait pas le deuil d'un fils mort. Voilà. Le deuxième fils qui veut absolument s'engager alors que ses parents refusent d'en perdre un deuxième. Voilà, donc il y a un petit peu toutes ces scènes-là, moi, qui m'ont autant parlé que les scènes de politique. C'est vrai moi j'ai pensé à la Maison Blanche. À la série à la Maison Blanche, parce que je dis j'ai du pot de connaître cette série, parce que du coup les mécanismes de la politique américaine je les connais. C'est vrai quand on connaît pas ces mécanismes là avec le Congrès, le chairman, le speaker, tout ça, on sait pas trop ce que c'est. Moi je savais ce que c'était parce que j'avais vu la série, mais c'est vrai que non, je suis ressortie du film, j'ai pas creusé aussi loin. Alors effectivement en termes de mise en scène, ça ressemble à des tableaux. Il y a des moments effectivement qui sont bien kitsch quand même, notamment la petite image là de l'image de Lincoln dans la flamme de la bougie, c'était magnifique. Celle-ci elle pique un peu les yeux, celle-ci. Voilà. C'est sur la fin. Ouais, elle pique vraiment les yeux, mais sinon c'est vrai que je suis ressentie en me disant il a fait
un beau film dans le sens d'un gentil film sur l'Amérique, quoi, et sur la naissance de l'Amérique d'aujourd'hui. Je suis pas allée chercher plus loin. Voilà, je trouve que le film passe. Il dure combien, 2h20, un truc comme ça. 2h30. Bon, je me suis pas ennuyée. J'ai vraiment pris ça. Je m'attendais pas non plus à une fresque hyper fouillée, hyper détaillée, une fresque historique monumentale. Je m'attendais pas à ça non plus. Effectivement, Spielberg, ça touche souvent, la relation du père et du fils, son petit garçon, le père avec son grand-fils aussi. Voilà, il touche à ces sujets intimes là. Et voilà. Après, oui, il y a ce côté peut-être un petit peu que je n'ai pas forcément compris, pas compris ce qu'il a voulu faire. C'est Lincoln souvent déclame il est tout le temps en train de citer, de citer des choses, de raconter des choses. Il raconte des histoires, il y a des citations. Même les personnages dans le film. Il y a une sorte de posture théâtrale en fait. Oui, voilà. Et là, moi, c'est peut-être ça. Effectivement, je voyais pas ça comme une posture théâtrale, mais effectivement, je me dis bon, c'est vrai que ça revient souvent. Ça revient souvent. Alors, est-ce que ça fait partie du personnage? Est-ce que c'est Spielberg qui a voulu faire quelque chose? Bon, voilà, c'est juste un peu là-dessus. J'ai un petit peu accroché, et sur certaines images de la mise en scène qui sont vraiment très classouilles, quoi. Hein. Mais sinon, oui, je trouve que c'est un film qui se laisse voir et qui est extrêmement grand public, quoi. Voilà. Alors, au moins il a ce mérite-là, c'est qu'il est très 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 grand public, et que ça montre effectivement que la politique, et que même sur un sujet aussi énorme que ça, sur l'abolition de l'esclavage, et ben en fait ce n'est que manipulation, on va chercher les voix et on va les piocher. Voilà, il est pas tombé justement dans le c'est une grande cause, donc les hommes politiques se sont comportés comme des hommes, et on fait fi de leur querelle et tout ça. On n'est pas là-dedans, et c'est ça que je trouve bien. Alors effectivement, il va pas creuser bien loin, mais au moins ça a le mérite de le montrer. Voilà. Après, on va pas plus loin. De toute façon, ça le rappelle, parce qu'il ouvre quand même une porte qui est ouverte depuis une dizaine d'années, où on est revenu sur la question effectivement du positionnement des États nordistes par rapport à cette question-là. C'est bien sur les raisons en fait de l'entrée en guerre. Oui, et puis sur le fait que l'évocation qu'on avait retrouvé des charniers de noirs qui avaient été tués, et on avait il y avait plus de raisons économiques, et qu'il n'y avait pas plus d'abolitionnistes. Oui, mais il y avait quand même des nordistes qui se livraient à l'exécution de noirs américains. Mais surtout là aussi, ce qui est effleuré et qui est important, je trouve, c'est l'après. Parce que le film ne le montre pas, mais l'après abolition d'esclavage, c'est vrai qu'il y a eu oui aussi les Noirs du Sud sont allés massivement vers le nord, puisque au nord c'était même si c'était aboli partout, après il y a eu le Ku Klux Klan, etc. quoi. Hein, donc l'après est interrogé plusieurs fois par certains personnages dans le film, mais ça aussi, même si le film n'en traite pas directement, je trouve que c'est important qu'il cite l'après. Oui, les conséquences de ce que là il est en train de faire, et la réponse de Lincoln est intéressante, quoi, là-dessus. Donc voilà, donc c'est vrai que je me suis pas creusé plus que ça. Ça vulgarise au maximum la manière dont l'amendement est passé, les petits jeux politiques. Voilà, on a un petit peu de l'histoire intime de l'homme là-dedans. Pourquoi pas. Après, franchement, je pense pas qu'il faille y mettre peut-être plus. Je sais pas s'il a voulu en mettre plus que ça. D'accord, Florent. Voilà. Moi je partais plus sur des a priori, parce que justement quand Spielberg il manie histoire et politique, c'est soit ça donne du manichéisme et du sentimentalisme exacerbé avec Amistad, soit il est complètement à côté de la plaque, c'est Munich. Et moi je partais quand même plutôt sur les a priori en me disant putain, il va faire Lincoln, il va justement le glorifier, il va Bref, passer les 5 premières minutes que pour moi je trouve pas bien, avec les cartons, plus la guerre qui passe très rapidement, et puis après justement cette sorte de théâtralisation. Bon, c'est un peu les gros sabots avec les deux noirs et les deux blancs. Alors, tu vois, là, ça y est, il nous refait le coup d'Amistad. Hop là, on y va. Manichéisme, tout ça bien montré. Et en fait, j'étais moi agréablement surpris, dans le sens que justement, après ces 5 premières minutes, il s'en sort plutôt convenablement, parce que justement il va rentrer dans une espèce de ok, il le fait très classique, c'est classique, mais justement il va montrer que il y a des manipulations politiques, que pour faire passer cette loi il faut manipuler, il faut nanana, et il va pas forcément
glorifier Lincoln. Il va plutôt aussi montrer justement sa vie privée, tout ça, mais sans glorification. Et ça, j'ai apprécié. Chez Spielberg, il va très facilement tomber, il peut facilement tomber dans le mythique, dans le truc. Et ça m'a agréablement surpris. On aurait pu s'attendre à ça, oui, effectivement. Et il y a pendant au moins 1h30, pendant 2 heures, il n'y a pas de sentimentalisme, je trouve, dans le film. Il n'y a pas un sentimentalisme poussé, exacerbé, qui est bien montré avec la musique ou les trucs comme ça, que Spielberg a parfois tendance à faire. Et en plus de ça, je trouve effectivement c'est grand public, mais à la fois c'est vrai que il faut avoir quand même quelques notions de la politique américaine. On peut s'y perdre assez facilement, et c'est vrai qu'il arrive quand même à simplifier et à la fois à complexifier les choses, enfin à essayer de montrer le juste milieu de comment ça a pu se passer. Parce que bon, évidemment, toute la vérité n'est pas là, ça s'est pas passé, mais il a essayé de s'approcher le plus naturellement possible des choses. Et c'est pour ça que moi je trouve que là-dessus il s'en sort vraiment convenablement. Et moi, je pense que son film, il aurait dû le couper 20 minutes, voire 30 minutes plus tôt, sur une fin qui, pour moi, c'est quand il parle de la démocratie et qu'il est en train, il y a un questionnement de je sais plus si c'est un démocrate ou un républicain, bref, et il questionne sur la démocratie, et le film aurait pu s'arrêter là. Et parce que il faut quand même, ça s'appelle Lincoln, mais il prend qu'une partie de la vie de Lincoln. Le 13e amendement, c'est pas un biopic sur Lincoln, on voit pas sa naissance. Pourquoi parler de sa mort? Pourquoi là, à cet instant-là? Pourquoi après avoir fait justement que le film sur le 13e amendement, pourquoi montrer sa mort? Pourquoi terminer sur un discours? J'ai trouvé ça, c'est dommage, c'est inutile. C'est pour ça, quand tout à l'heure je parlais de l'après, une fin arrêtée ici avec quand sera-t-il de la démocratie? Pour vous, ce sera quoi? L'abolition de l'esclavage adoptée comme ça? Pour vous, derrière, c'est quoi la démocratie? Voilà, et ça aurait pu s'arrêter là. L'après est très très important. Il aurait été plus, moi je trouve que le film aurait gagné. La portée aurait été plus long. Après, je pense aussi que Lincoln, c'est vrai qu'effectivement, l'interprétation de Daniel Day-Lewis est comme toujours magistrale, et on sait qu'il a mis 1 an à préparer le rôle et qu'il avait fortement hésité, tout ça, parce que bon, c'est un acteur studio, machin. Bon, même si moi je le trouve plus excitant dans des rôles beaucoup plus ambigus tels que There Will Be Blood ou Gangs of New York ou quoi que ce soit, enfin je préfère ce genre de rôle plus excitant. Mais je vais juste citer, moi, que je trouve que quand j'ai lu justement positive Michel Ciotta qui a fait une analyse, bon bref, qu'on en pense qu'on veut, mais je trouvais que sa dernière phrase était plutôt intéressante, et c'est vrai que j'y ai pensé, et il disait, Michel Ciotta, donc dans Positif, dit que c'est concernant Daniel Day-Lewis, fils de Marlon Brando et père de Michael Fassbender, il est et demeurera le plus discret génie dans l'art de la métamorphose actorale. Et je trouvais que c'était clairement juste sur Daniel Day-Lewis après l'avoir vu dans Lincoln. C'est clairement ça. Il est très discret comme acteur en plus de ça. Il se montre mais lui, pas. De toute façon, il saisit chaque rôle, quel qu'il soit, que ce soit un personnage important, peu importe. Il le saisit à bras le corps, et il nous fait une composition magistrale à chaque fois. Là, quel que soit le film, quel que soit le rôle. Mais ça pousse à la qualité de Lincoln, justement. Ça pousse au film de Spielberg. Après, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre. C'est très loin d'être un chef-d'œuvre. C'est juste que je trouve que pour un Spielberg, justement, pour une fois, il est dans le juste milieu. Alors il essaie quelques petites ruptures de ton avec, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais j'ai eu du mal à le reconnaître, c'est James Spader, l'un des 3 pieds nickelés, les émissaires qui sont envoyés pour aller rechercher les voix. On retrouve aussi celui qui jouait dans la série la série des chercheurs d'or là, comment il s'appelle, un des 3 aussi là. C'est lui, c'est celui que tu cites? Et c'est James Spader, non, c'est l'acteur de Sex, Mensonge et Vidéo, de Crash. Et juste pour terminer, il y a quand même, c'est vrai qu'on a Daniel Day-Lewis, mais à côté il a quand même des bons acteurs, tels que Sally Field et Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, même si son personnage sur la fin, j'ai pas aimé. Mais ouais, mais la fin, ça tue. C'est un petit peu beaucoup. Ah oui, alors la fin. Ah oui, j'ai oublié ça. Oh ouais, c'est vrai. La fin avec Tommy Lee Jones, oui, c'est vrai que c'est un peu too much. Mais sinon, non, après il y a quand même de très. Faire très vite parce qu'il est déjà 22h. Moi j'avais beaucoup de crainte parce qu'on peut avoir beaucoup de crainte parce qu'un biopic, moi déjà j'ai beaucoup de mal avec les biopics, j'en ai marre des biopics. Mais déjà le choix de toute façon il pouvait, en 2h30 ça aurait pas été suffisant pour survoler toute la vie, donc le faire sur une période donnée de Lincoln par rapport à l'histoire, c'était intéressant. Je vous rejoins totalement dans le fait où ils auraient dû se terminer au discours, parce que justement ça clôt cette période-là, et ce qu'il essaye de traiter, le fait qu'il aille jusqu'à la mort, justement ça dépasse, justement on rejoint en fait le personnage, alors que là c'est on va dire le président par rapport à une période donnée, alors et on se fiche un petit peu entre guillemets de
la fin parce que c'est presque hors sujet, on a presque envie de dire que c'est hors sujet. Mais bon, ça reste, après, je suis d'accord avec la prestation de l'acteur, Daniel Day-Lewis, Sally Field et ceux qui l'accompagnent. Mais bon, ça reste quand même un film un peu pompeux. Moi, j'ai l'impression que c'est, je vais être très méchant, j'ai l'impression que c'est ce genre de film qu'on emmène voir, et donc on emmènera voir les petits Américains pour parler, en fait, de ce personnage, et que, voilà, c'est un film de la chaîne History Channel américain, mais avec un gros budget, quoi. Moi, je suis très méchant en disant ça, mais voilà, c'est un peu, ouais. Non, c'est par rapport à ce que ça apporte. Je trouve que même si ça apporte un éclairage, que ce soit Spielberg voilà, je vais dire que là, voilà, je vais formuler comme ça, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de moyens mis à disposition par rapport au résultat. C'est-à-dire que il y a un Spielberg qui est mis à disposition, il y a beaucoup d'argent qui sont mis à disposition, il y a un Daniel Day-Lewis qui est mis à disposition. J'ai presque envie de dire aussi qu'il y a un personnage et un moment de l'histoire qui est mis à disposition. Et finalement, j'ai envie de dire, voilà, c'est l'éléphant qui accouche de la souris, comme on dit. Je trouve que voilà, le résultat un peu faiblard et très décevant, en fait. Donc voilà, le tour de la table pour savoir si vous conseillez. Lorsque je t'avais eu une fois au téléphone, tu m'avais dit que tu avais trouvé l'approche prétentieuse. Oui. À quel niveau? C'est vrai que j'allais en parler, mais parce que je n'avais pas suffisamment de temps pour en parler. Oui, je trouve prétentieux parce que la façon dont justement le personnage est amené par rapport à les mises en scène, je trouve que par exemple cette comment dire, scène d'exposition avec Lincoln, donc on rejoint le côté un peu théâtral avec le personnage un peu assis de biais, on retrouve l'impression avec les personnages qui viennent. C'est présomptueux dans le sens où je trouve que la photographie et la mise en scène, je la sens forcée. J'ai l'impression qu'on essaie de rajouter en fait de les premières minutes sont forcées. J'ai l'impression qu'on essaie de donner en fait une densité à quelque chose qui n'est pas là. Donc et pourtant le personnage historique, je pense que c'est un des personnages les plus importants de l'histoire des États-Unis. Mais je trouve que le côté présomptueux, c'est ça, c'est je trouve qu'il pousse. Et donc voilà, comme je disais, c'est beaucoup de moyens mis en fait à la disposition d'un truc qui n'atteint peut-être pas forcément son objectif. Donc clairement, peut-être qu'il sera peut-être monterré pendant des petits Américains pendant des décennies pour essayer de leur expliquer qui était Lincoln et ce qu'il a pu faire et quelle était son importance à un moment donné. Mais sinon, non, cinématographiquement, je trouve qu'il ne vaut, je vais être méchant aussi, je trouve qu'il ne vaut rien en fait cinématographiquement. C'est tout le problème de la vulgarisation aussi, jusqu'où on peut aller avec ou pas. Je rejoindrai un petit peu Jackie là-dessus. C'est est-ce que Spielberg, il est reconnu et il a une importance pour, on va dire, un rôle de vulgarisation, où est-ce qu'il a son importance et son rôle et son intérêt, l'intérêt qu'il représente, c'est par rapport à ses capacités sur l'entertainment. Et tu as répondu, et voilà, il ferait mieux de se tenir, en fait, l'entertainment, où vraiment là, sur des petites histoires, il arrive à sortir, en fait, à magnifier quelque chose. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, il s'est laissé intimider à la fois par l'histoire et le personnage. On lui donne quelque chose de petite histoire, il en fait quelque chose de grandiose. On lui parle d'un requin qui attaque des gens sur une plage, il en fait quelque chose de magnifique. D'un petit gamin qui va avoir une histoire, on va dire, d'amour, entre guillemets, avec un extraterrestre, on fait quelque chose de magnifique. Et là, on lui donne un truc qui est un truc énorme, et en fait, il s'étouffe avec. Donc voilà. Juste le tour de la table très rapidement pour dire si on conseille ou pas. Jackie. D'accord. Joker. Chloé. Ouais, pour Daniel Day-Lewis quand même. D'accord. Oui, quand même, oui. Pareil pour Daniel Day-Lewis. Au moins pour Daniel Day-Lewis, pour essayer pour ceux qui ont un peu des faiblesses au niveau les rouages un petit peu politique américaine, moi je trouve ça bien aussi, quoi. D'accord. Enfin, au moins ça a son utilité là-dessus, moi je trouve. On va essayer de finir très rapidement. On avait dit qu'on finirait à l'heure, mais on a déjà dépassé. On devait traiter aussi ce soir de The Place Beyond the C'est jusqu'au 9 avril, Lincoln, au Luxe et au Café des Images. Ouais, donc on va voir. The Place Beyond the Pine. Et ben, de toute façon, je vais aller très vite, de toute façon, parce que on en reparlera. On en reparlera donc de Derek Cianfrance qui avait fait Blue Valentine avec Michelle Williams et Ryan Gosling déjà à l'époque. Donc là, en fait, ça raconte l'histoire de Luke Clayton, je crois, donc qui est joué par Ryan Gosling. Donc alors, je n'ai pas vu la bande-annonce, donc je ne sais pas ce qu'elle dit, et donc je ne sais pas ce que je peux dévoiler ou pas. Elle dit pas grand-chose. Donc moi j'ai pas compris là. Ce que voilà, en fait, en gros, c'est un personnage qui revient dans sa vie. C'est un personnage qui
il revoit une ancienne petite amie. En fait, il est motard professionnel. Il a un numéro spectaculaire dans une boule en ferraille là. Et donc il revient dans une ville où il était passé un an avant. Puis il revoit en fait la fille avec qui il avait une aventure. Voilà. Et le fait de la revoir va changer sa vie. Et voilà. Donc on part avec cette histoire là et on est pris dedans tout de suite. Alors Ryan Gosling et voilà, il nous refait encore une composition là super. Alors on n'est pas dans Drive, contrairement à ce que j'ai pu lire. Il fait pas du Drive, c'est pas la même chose. Il drive parce une que moto. Drive il était très parce que on dit Drive, il est très pilote. monolithique. Oui, Et il est pas monolithique du tout. Voilà. Dans Drive il l'est, mais dans elle est beaucoup plus expressif en fait. Ah non, là bah oui, enfin il joue un autre personnage. Ouais. Voilà, donc c'est juste que le film en fait à un moment part dans une direction totalement inattendue. Et alors d'un côté on se dit oh mince parce qu'on aurait bien aimé que ça continue comme ça et tout, mais en même temps ça part dans quelque chose. Voilà, bon ça nous parle de filiation, ça brasse aussi quelque part les thèmes aussi du cinéma américain aussi qu'on retrouve beaucoup à la manière de Derek Cianfrance. Et alors je sais pas moi si j'ai été aussi Blue Valentine, je me rappelle avoir vraiment quelque chose qui m'est resté de ce film-là, parce que même là j'aurais peut-être un peu de mal à décrire le film Blue Valentine, mais en tout cas il m'en reste toujours quelque chose comme mais j'ai aimé ce film, et il y a vraiment eu des émotions qui sont dégagées de ce film-là. Là aussi, alors peut-être moins que dans Blue Valentine, mais là aussi, mais là c'est vraiment une fresque donc c'est vrai que on s'attend pas du tout à la manière dont ça part, et il y a les acteurs sont le casting est complètement nickel, il y a pas de souci. Voilà, je pense qu'il est c'est un réalisateur qui sera à suivre. S'il tombe pas dans les travers dans les risques de ce cinéma-là, effectivement, il pourrait tomber un peu il pourrait y avoir des travers, mais voilà, en tout cas moi ce que j'en ai vu de Blue Valentine et de The Place Beyond the Pines, et en voyant ton sourire, je pense que tu peux que le recommander. Oui, parce que voilà, mais après je sais pas si parce que moi j'ai une petite tendresse aussi pour ce réalisateur, donc voilà, je me dis c'est une ambiance que j'aime, bien, c'est le genre de film que franchement d'ambiance que j'aime bien. Donc après je ne sais pas si ça plairait à tout le monde, mais en tout cas ça brasse large, mais ça brasse pas n'importe quoi. D'accord. Voilà. Bon on va en discuter pas la semaine prochaine. Et en termes de mise en scène qui est parfois certaines séquences sont virtuoses, on pense alors à minima à du James Gray. On n'est pas dans le James Gray, mais on y pense ça sur des petits passages d'atmosphère. D'accord. Voilà. Bon on va en rediscuter dans 2 semaines comme je disais. Je pense qu'on sera plusieurs à l'avoir vu d'ici là. Pendant que chers camarades, vous commencez un petit peu à regarder dans les programmes locales, du moins l'actualité locale. Très rapidement, puisqu'on devait inaugurer c'est ce soir, cette semaine, en fait notre nouvelle rubrique qui était les sorties du mois en DVD pour le dernier mardi du mois. Je pense que ça va être très court, mais si vous avez on va quand même le faire en l'espace même pas 2 minutes, puisque voilà, j'insiste pour quand même mettre ce petite chose en place, même si la prochaine fois on aura un petit peu plus de temps, et puisque comme je le rappelle, l'idée étant de surtout avoir l'occasion de pouvoir reparler de films dont on n'a pas pu parler dans l'émission, puisqu'on l'a vu après la sortie ou lors de sa sortie en DVD. Écoutez, moi sur le mois j'ai retenu 4 films, j'ai retenu 2 plutôt bons films, et puis 2 films à éviter absolument. Donc les 2 bons films sont ça y est, maintenant j'ai déjà oublié, donc il y avait Argo qui sort, donc Ben Affleck, et donc on a déjà pas mal parlé dans l'émission, donc pas la peine de revenir, mais c'est vrai que c'était une agréable surprise de voir ce film sur les otages en Iran en fin des années 70-80, je sais plus exactement, et cette histoire rocambolesque, la révolution, et cette histoire rocambolesque pour les vrais. Et c'est vrai que même si le film a quelques défauts, on est quand même, ça a été une vraie grande surprise. Il a lié la reconstitution, mais aussi le divertissement. Oui, exactement. Fort. Oui, il y avait quand même une sorte de. Il y avait les 2 côtés, c'est ça qui était bien. Et pendant que j'essaie de retrouver avec une petite aide, oui, voilà, c'était ça le deuxième film. La chasse. Non, alors la chasse, j'allais vous le laisser, mais c'était Looper, le film de SF, qui sort aussi, qui est vraiment une très bonne surprise, un film d'anticipation. Une bonne surprise. Et là, faut pas le louper. Donc, exactement, faut pas le louper. Et faut pas le louper. Et justement, voilà.
Voilà. Et les deux films qu'il faut là par contre louper absolument, ça tombe bien vraiment puisque c'était deux films dont j'avais parlé avec beaucoup de difficultés à distance quand j'étais très loin, qui sont en fait cinéma, ce qui est le Silent Hill, le deuxième 3D. Du nom, et donc qui était totalement parti aux antipodes du premier film de Christopher Gans, qui avait son intérêt, qui visuellement était très intéressant et qui au niveau de l'histoire était très oppressant. Et sur ce deuxième film qui a plus rien à voir et plus proche des films Saw que moi personnellement je n'aime pas du tout. Et le deuxième film qu'il faut absolument éviter, c'était Sinister, cette histoire avec Ethan Hawke, d'un écrivain qui s'installe dans la maison d'un serial killer, et forcément il va se passer des choses. En gros, le serial killer va revenir et va s'occuper de lui. Donc voilà, deux films à éviter, et juste avant, deux films qu'il faut retenir. Et parmi les films que vous allez retenir sur les sorties, il y avait La Chasse, me semble-t-il. Et Augustine aussi. Et Augustine. Avec Vincent Lindon. D'accord. Sur le professeur Charcot. Bah voilà, ça aurait été très court, et puisque j'ai pas encore vu l'équipe de Cosmic Trash. Il semble avoir entendu la porte, mais oui. Bon, alors ce qu'il y a dans l'actu dans les jours à venir, les garçons, les deux prochaines semaines. Et moi je fais les images. Alors le jeudi 28 mars à 20h, c'est-à-dire après-demain, vous avez une soirée Ciné-Bellé, produite par le Phare, l'agence musicale régionale, en collaboration avec le Camion de Jazz. Donc il y aura un concert solo en première partie et la projection d'un film Milo Pocomo, avec un débat-échange avec plein d'invités. Voilà. Oui, bon, on va préciser quand même Philippe Gouillet-Montou, musicien spécialiste de la tradition de l'histoire du Bellé, et Jean-Claude Lemenouvel. Je sais pourquoi tu rigoles. C'est nerveux. Oui, pardon, vas-y. Donc le 2 avril, une soirée Albert Camus à 20h, projection du film Le Premier Homme de Gianni Amelio, qui est un très bon cinéaste italien, qui revient donc avec ce dernier film avec Jacques Gamblin. Et il y aura une rencontre à l'issue de la projection, donc avec notamment Agnès Spiquel, qui est professeure de littérature à Valenciennes. Jeudi 4 avril, parce que je pense qu'on va pas pendant 15 jours, le Café des Images, le Café Pouchkine, l'association culturelle russe d'Ave, l'association culturelle arménienne Arevik, propose une conférence débat au Café Pouchkine autour des conflits interethniques dans le Caucase, Géorgie, Abkhazie, Tchétchénie, Arménie, après la disparition de l'URSS, par l'intitulé, 18h30, un film, projection du film Gata de Diana Krgtchian. Voilà, on l'excusera. Voilà. Et à 19h15, donc, au Café Pouchkine, la conférence, en présence de Nona Chaznazarian, chercheur en anthropologie sociale. Donc voilà. Et le lundi 8 avril, prenez date, en partenariat avec le Mémorial, une soirée organisée donc avec le musée, en ouverture de la 3e semaine internationale du dessin de presse, rencontre avec la réalisatrice Stéphane Mercurio, à l'issue de la projection du film réalisé sur son père Ciné, Mourir plutôt crever. Sur son beau-père, non? Sur son père. Je crois que c'est son père. Je crois que c'est son père. Je crois que c'est son beau-père. J'avais pas compris. À voir absolument, parce que Ciné, grand. Oui, Mourir plutôt crever. Ouais, et puis qui reprend notamment, qui se passe notamment pendant l'histoire des caricatures, là, non pas des caricatures, j'ai n'importe quoi. De son licenciement de Charlie Hebdo suite à sa rubrique soi-disant raciste. Procès qui a été gagné, on le rappelle. Florent, pour le luxe. Pour le luxe, donc les soirées concernent d'abord l'affiche italienne, donc du 20 mars au 15 avril, il repasse des films italien, un petit peu comme chaque année au luxe. Donc vous avez une soirée hommage au Giallo le vendredi 29 mars à partir de 20h, donc avec à 20h Barbarian Sound Studio de Peter Strickland, et à 22h Ténèbres de Dario Argento. Le tarif est de 8€, la soirée, ou alors tarif habituel par film. Sinon il y a une avant-première, donc à 19h30, ça sera le mardi 2 avril, La Belle Endormie de Marco Bellocchio, et à 21h15 Diaz de Daniele Vicari. Je sais pas comment on dit. Et après, le jeudi 4 avril, ciné-rencontre Éric Valmire, l'Italie face au terrorisme, avec la diffusion du film Piazza Fontana de Marco Tullio Giordana. Ça concerne par rapport à l'affiche italienne. Et sinon, au niveau des rencontres du mois, donc le mercredi 3 avril, vous avez la rencontre avec le réalisateur Alejandro Fadel à l'issue de la projection de son film Los Salvables. On va passer du côté espagnol cette fois. Jeudi 4 ça fait non, ça je l'ai dit, jeudi 4 avril, et après c'est bon. Voilà. Bah écoutez, il est 22h14, on a un petit peu de retard comme d'habitude. L'équipe de Cosmic Trash a l'air d'être quelque part. Voilà, bon on sait pas. En tout cas, on va se quitter. On rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission, puisque l'émission laisse sa place à Snef.
Sniff, non, c'est pas le nom de l'émission, ça. Ça commence à bien faire. Oui, maintenant. Donc voilà, avec le sujet du mois. Ça aurait pu Sniff, il y a bien Splash. C'est vrai. Splash, Sniff, Snoof. Nous, on se retrouve dans 2 semaines avec toujours l'actu ciné. Donc, allez voir des films. Merci Chloé, merci Florent, merci Jackie. Et puis, on se quitte avec un dernier morceau. Avec John Scott, avec la musique d'une suite, un grand film, entre guillemets, King Kong Lives, qui était pourtant réalisé par le réalisateur du King Kong de 76 avec Jessica Lange. D'accord. Donc, Guillermin, non? John Guillermin, ouais. Ouais, donc voilà, et donc John Scott, le thème final. Et c'est quel numéro? C'est le numéro 3, je crois. D'accord. Bon, bah allez, bonne écoute et puis à dans 2 semaines. Bye bye.